La plupart ne l'admettent pas, mais la vérité est que de nombreuses vies s'effondrent parce que l'esprit n'a jamais été entraîné à résister. On parle des émotions comme si elles étaient des boussoles infaillibles, mais en pratique, se laisser emporter par ce que l'on ressent est une recette sûre pour la confusion et le regret. Aujourd'hui, le monde applaudit l'authenticité émotionnelle, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est le prix. Des relations brisées, des opportunités perdues, une paix intérieure qui semble toujours être en dette. La vérité inconfortable est que nous ne naissons pas avec un esprit prêt à diriger. Il faut construire ce muscle, jour après jour, avec discipline et détermination. Les stoïciens l'ont compris. La qualité de votre pensée est le filtre qui détermine votre destin. Le désordre émotionnel n'est pas la liberté. C'est un esclavage déguisé. Et seul celui qui ose mettre des limites à ses impulsions découvre ce qu'est la véritable force. Il ne s'agit pas de nier ce que vous ressentez, mais de le remettre à sa place. Une vie gouvernée par l'émotion est fragile, réactive et au fond prévisible. Mais celui qui entraîne son esprit à penser avec vérité et à agir avec clarté devient maître de lui-même. Aujourd'hui, je te mets au défi. Ne prends pas le chemin facile de la réaction automatique. Décide d'être l'architecte de ton caractère, même quand c'est difficile, car seul un esprit discipliné peut soutenir une vie avec un but. La force mentale ne s'hérite pas, elle se forge. Entraîne ton esprit chaque jour. Arrête de te mentir. Ton esprit, si tu ne l'entraînes pas, devient ton pire ennemi. Tu n'es pas spécial parce que tu ressens beaucoup. Il n'y a pas de mérite à laisser ton humeur dicter tes mots, tes actions et le cours de tes jours. Nous savons tous combien il est facile de se justifier avec des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « je ne peux pas m'en empêcher ». Mais c'est l'excuse de celui qui a décidé de vivre sans discipline. La vérité, même si elle fait mal, est que si l'esprit n'est pas renforcé, il devient esclave de n'importe quelle émotion passagère et t'entraîne vers des décisions qui finissent par te coûter cher. Il n'existe pas de liberté sans maîtrise mentale. Il y a ceux qui passent leur vie à répéter les mêmes erreurs, à perdre des relations précieuses, à freiner leur propre progrès et à multiplier leurs douleurs, simplement parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'imposer l'ordre en eux. C'est la dure réalité que beaucoup préfèrent ne pas regarder en face. Entraîner l'esprit n'est pas un luxe ni une mode, c'est une nécessité urgente. Ce que tu ne disciplines pas te gouverne. Si tu ne choisis pas tes pensées, ce sont tes pensées qui te choisissent, et la plupart sont faibles, réactives et déformées par des années d'habitudes incontrôlées. Tu vis piégé dans une sorte de dette émotionnelle, payant des intérêts avec ta paix chaque fois que tu laisses l'impulsion gagner. La tranquillité et la force n'apparaissent pas par magie. Elles sont le fruit d'un effort inconfortable et constant. Les gens cherchent des solutions rapides, mais la seule véritable formule est la pratique quotidienne, l'engagement envers la vérité et la volonté d'affronter ses propres mensonges intérieurs. Ton esprit peut être ta prison ou ta liberté. Cette phrase n'est pas un ornement, c'est un avertissement que personne ne devrait ignorer. La culture actuelle te vend l'idée que tout exprimer et se laisser emporter est un signe d'authenticité. Mensonge. Si ce qui te domine est l'émotion sans filtre, tu n'es pas plus authentique, tu es plus vulnérable. Pourquoi certains restent-ils debout quand tout tremble autour ? Parce qu'ils ne se permettent pas le luxe de réagir comme des automates poussés par n'importe quel courant émotionnel. Ils ont compris que la clarté et la force intérieure ne viennent que lorsque l'esprit occupe le siège du conducteur et que l'émotion est reconnue, mais pas obéie aveuglément. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le mettre à sa place. Les émotions peuvent te prévenir, mais c'est toi qui décides comment répondre. Penser avec vérité, analyser avant de parler, filtrer ce que tu acceptes comme vrai, c'est ça, l'entraînement mental. C'est inconfortable, c'est difficile, mais l'alternative est de vivre comme une feuille au vent, à la merci de tout ce qui se passe dehors et en toi. Discipline-toi ou paie le prix. Il n'y a pas de raccourci. Entraîner l'esprit chaque jour est le seul moyen de cesser d'être l'otage de tes états et de devenir enfin
le maître de ta vie. 2. Ne suis pas tes émotions. Tu te lèves tard un matin comme un autre, l'horloge indique plus que ce qu'elle devrait et tu ressens déjà la pression dans ta poitrine. Tout commence parce qu'hier soir, tu t'es laissé vaincre par la paresse et maintenant, la journée commence en pente. La première pensée qui te vient à l'esprit est que rien n'a de sens, qu'il vaut mieux rester un peu plus au lit. Tu décides d'ignorer tes responsabilités simplement parce que tu n'en as pas envie. Et pendant que tu justifies ce choix, tu remarques une séquence familière. Chaque fois que tu procrastines, chaque fois que tu cèdes à l'impulsion, ta journée se termine mal. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma qui se répète chaque fois que tu laisses l'émotion tracer le chemin. Tu appelles ça écouter ton corps, être authentique. Mais en réalité, c'est de la peur déguisée en sincérité. Accepter toujours le mandat de ce que tu ressens semble légitime, mais c'est la manière la plus sûre de te saboter. À l'intérieur de toi, l'esprit et l'émotion se disputent pour décider de la suite. L'émotion crie, exige une attention immédiate, te convainc que l'urgent est ce qui est important. L'esprit, si tu ne l'as pas entraîné, murmure à peine des arguments faibles. Là se révèle le piège. Tu crois que ce que tu ressens à l'instant est la vérité absolue, alors qu'en réalité, c'est juste une réaction passagère, un reflet automatique de tes croyances, de tes blessures, de tes attentes non satisfaites. Souvent, derrière cette émotion qui te tire, il y a une accumulation de vieilles habitudes, un manque de rigueur interne qui te maintient dans le même cycle que d'habitude. Ce n'est pas du courage de te laisser emporter par la peur ou la tristesse, c'est de la paresse mentale. Ce n'est pas non plus de l'honnêteté de réagir avec colère ou de fermer la porte quand on te blesse. C'est une simple incapacité à te réguler. Chaque fois que tu suis l'émotion sans filtre, le coup se multiplie. Tu perds en clarté, tu perds le contrôle et surtout, tu perds l'opportunité de grandir. Vivre ainsi, c'est laisser les rênes de ta vie entre les mains d'un mécanisme qui ne distingue pas le bien du mal, ni l'urgent de l'important. Les émotions, par nature, cherchent la sortie la plus facile, le soulagement immédiat, même si cela implique de s'éloigner de ce que tu veux vraiment construire. La discipline mentale commence lorsque tu t'arrêtes, observes l'impulsion et décides de ne pas lui obéir aveuglément. C'est ici que se joue la différence entre ceux qui sont esclaves de leurs états et ceux qui, bien qu'ils ressentent tout, choisissent d'agir avec un but. Tout ce que tu ressens ne mérite pas une réponse. Cette phrase devrait être gravée dans ta mémoire, parce que décider de ne pas suivre tes émotions n'est pas réprimer ni nier ce qui se passe en toi. C'est le reconnaître, le mettre à sa place et choisir consciemment la prochaine étape. La vraie force est d'avoir la capacité de sentir sans laisser cela te gouverner. Si tu ne le fais pas, chaque jour sera une répétition de vieilles erreurs, un investissement constant dans la même douleur. L'esprit se renforce chaque fois que tu résistes au premier élan et choisis le chemin qui ajoute, pas celui qui te retire. C'est ça la liberté. Agir guidé par la clarté, pas par l'urgence émotionnelle du moment. 3. La clarté exige une discipline mentale. Je vais être brutalement honnête. La clarté mentale ne surgit pas spontanément chez moi. Même en sachant ce qui est bon pour moi, je me retrouve à trébucher sur les mêmes impulsions encore et encore. Je me rends compte que penser clairement nécessite une vigilance constante, presque inconfortable, que je préférerais souvent éviter. Ce n'est pas un manque de connaissances ni de bonnes intentions. C'est cette tendance à laisser le facile devenir la norme, à tolérer de petites distorsions dans ma perception simplement parce qu'elles accommodent le désir du moment. L'esprit, si je ne le discipline pas, devient un espace où n'importe quel argument faible trouve sa place et finit par justifier ce que, au fond, je sais être médiocre. La clarté exige de passer chaque pensée au crible du soupçon, de détecter le piège de l'auto-tromperie et d'avoir le courage de se corriger même lorsque personne d'autre ne le remarque. C'est la partie inconfortable. Personne ne vous applaudit pour avoir pensé avec rigueur. Personne ne célèbre le fait que vous arrêtiez une réaction pour l'analyser.
La reconnaissance est interne et souvent silencieuse. Ce que j'ai observé, c'est que la clarté n'est pas un état passif ni une qualité qui reste intacte d'elle-même. Elle dépend d'un processus actif de discipline mentale, de mettre des filtres sur les idées qui surgissent, d'examiner l'intention derrière chaque impulsion. Quand je ne le fais pas, le résultat est immédiat. L'esprit se remplit de justifications, de récits biaisés, d'excuses qui me permettent d'éviter l'inconfort de faire face à la vérité. Il est surprenant de voir à quelle vitesse une petite concession mentale peut grandir pour devenir une décision qui pèse des jours, des semaines, voire des années. C'est pourquoi j'insiste, la discipline mentale n'est pas optionnelle si je recherche vraiment la clarté. C'est un travail quotidien, pas un luxe occasionnel. Le manque de discipline finit par déformer ma manière d'interpréter tout. Si je cède à la paresse mentale, ma vision se brouille et je commence à voir les obstacles comme impossibles, les gens comme des menaces, les opportunités comme des risques inutiles. Tout se distord parce que mon esprit n'est pas ferme dans l'analyse, mais relâché dans le confort de l'immédiat. Quand la clarté échoue, le coup est silencieux mais brutal. Je perds du temps. Je perds des relations, je perds confiance en mon propre jugement. La clarté se paie par une discipline quotidienne. C'est la vérité que personne ne veut entendre parce que cela signifie un travail réel, pas seulement de bonnes intentions. Avoir de la clarté est, en essence, choisir l'effort de penser avant d'agir, d'examiner les motifs, de résister à la séduction de la réponse facile. C'est un processus délibéré de filtrer ce que j'accepte comme vrai et ce que je laisse passer. Chaque fois que je prends le temps de remettre en question mes propres arguments, de vérifier si ma réaction est vraiment fidèle à mes valeurs et non seulement à mon état émotionnel, j'entraîne le muscle de l'esprit. Ce muscle ne se développe pas avec de beaux discours, ni avec des théories. Il se développe avec une pratique inconfortable. Il n'y a pas de clarté sans rigueur. Si je permets à l'esprit de divaguer sans frein, je cède le contrôle et, tôt ou tard, ce que je perds, c'est la direction et le sens. La clarté qui demeure est celle qui se protège chaque jour par une discipline mentale. C'est la différence entre vivre avec un but ou à la dérive. 4. Décide avec raison, pas avec impulsivité. Il y a des décisions qui ressemblent à porter un sac à dos rempli de pierres sans s'en rendre compte. Une après l'autre, chaque réponse impulsive s'ajoute au poids, jusqu'à ce qu'à la fin de la journée, tu ne comprennes pas pourquoi tout te coûte tant. Ce fardeau invisible s'accumule dans les gestes, dans la tension des épaules, dans le regard fatigué que tu évites dans le miroir. C'est ainsi que l'on vit quand on choisit par impulsion plutôt que par raison. Tu deviens prisonnier de réactions automatiques, de chemins mentaux que tu ne remets pas en question, de petites trahisons à ton propre jugement qui se remarquent dans la façon dont tu parles, dans les silences gênants, dans la sensation de ne pas être vraiment maître de ta vie. L'impulsion a la capacité de se déguiser en urgence, de te convaincre que tout ce que tu ressens mérite une réponse immédiate. Mais quand tu t'arrêtes et que tu examines le bilan de ces décisions, tu découvres que tu finis toujours par te devoir à toi-même. Observer une personne dominée par l'impulsivité, c'est remarquer des mouvements anxieux, des réponses brèves, une impatience qui s'infiltre dans le ton de la voix et dans la rigidité des mains. Il n'y a pas de calme dans ces actions, juste une séquence de pansements émotionnels, comme si elle essayait de masquer par des gestes rapides l'insécurité de ne pas avoir réfléchi à chaque pas. En revanche, quelqu'un qui décide avec raison a tendance à se mouvoir différemment. Il respire avant de répondre, soutient le regard. Ses mots ont un poids qui ne dépend pas de l'état émotionnel, mais d'une conviction intérieure. Il ne réagit pas au premier stimulus, mais filtre, examine, attend le moment propice. C'est ça, le véritable contrôle. Ce n'est pas de la froideur ni de la distance, c'est une discipline appliquée au quotidien. C'est préférer la clarté à la décharge momentanée. Décider avec raison, c'est libérer de l'espace pour ce qui compte. Cette phrase devrait être gravée dans chaque esprit aspirant à être maître de soi.
La culture te pousse à agir rapidement, à ne pas rester en arrière, à sauter devant le moindre inconfort. Elle te dit que si tu n'exprimes pas tout ce que tu ressens, tu te trahis. Mais personne ne parle du prix. Les occasions perdues à cause de paroles prononcées sans réflexion. Les conflits inutiles qui éclatent par manque de contrôle sur l'impulsion. Les longues nuits où tu te reproches de ne pas avoir attendu une seconde de plus avant de décider. L'esprit entraîné n'est pas celui qui réprime, mais celui qui traite, qui examine la valeur réelle de chaque émotion avant de lui accorder du pouvoir. Tu as vu des gens ruiner des relations, perdre des emplois, gaspiller des années, tout cela parce qu'ils ont confondu intensité et vérité, précipitation et sagesse. Ce ne sont pas les émotions qui ruinent la vie, mais l'habitude de leur obéir sans filtre. Décider avec raison n'est pas un geste héroïque, c'est une habitude construite dans le petit. Faire une pause avant de répondre, respirer quand la poitrine brûle, se demander si l'action ajoute ou soustrait. Il n'y a pas de croissance sans cette pause consciente. L'impulsion construit le chaos, la raison construit le destin. Si tu veux une vie qui avance, qui ne répète pas les mêmes erreurs qu'auparavant, tu dois entraîner ton esprit pour que la décision ne jaillisse pas de l'urgence, mais de la clarté. Au final, chaque jour est une nouvelle occasion de choisir quelle pierre tu portes et laquelle tu laisses derrière. Cela, et seulement cela, détermine ta liberté. 5. Fais de ton esprit ton leader. Arrête de jouer le spectateur. Ton esprit commande ou ta vie s'effondre. C'est aussi simple que ça. L'excuse d'être trop sensible ou que c'est comme ça que tu réagis est le déguisement préféré de ceux qui abandonnent avant même de commencer. Ne te trompe pas. Chaque fois que tu te laisses emporter par ce que tu ressens sans y mettre un minimum de contrôle, tu abdiques du seul pouvoir réel que tu as. Il n'y a pas d'autocompassion qui justifie de vivre en pilote automatique, obéissant à des impulsions qui ne te laissent que des factures impayées. L'esprit est le leader que tu choisis ou le tyran que tu tolères. Si tu ne lui imposes pas de discipline, tu deviens l'otage de tes pires habitudes et de tes pires journées. Arrête de chercher des coupables à l'extérieur. Ce n'est pas la vie qui te sabote. C'est toi-même en permettant à chaque émotion de s'asseoir dans le fauteuil de commandement. La réalité est brutale. Personne ne prospère en laissant son monde intérieur se désorganiser. Les personnes qui avancent, qui ne se brisent pas au premier coup, sont celles qui ont compris que l'esprit exige un entraînement quotidien et que toute tolérance à l'auto-tromperie se paie cher. Le confort mental, se laisser aller vers ce qui est facile, est la recette parfaite pour une existence médiocre et répétitive. Si tu ne prends pas le contrôle, l'esprit se remplit de raisons inventées, de justifications bon marché, de petites concessions qui s'accumulent jusqu'à t'étouffer. Tu n'as pas besoin de discours motivants ni de belles phrases. Tu as besoin de rigueur. Fais de ton esprit ton leader, même si cela fait mal, même si cela dérange. Un esprit fort ne naît pas de la chance, mais de l'habitude de remettre en question chaque impulsion, de ne pas lâcher le volant quand l'émotion serre. Si tu continues à fonctionner en mode automatique, ton destin sera le même que d'habitude. Des relations brisées, des opportunités gâchées, une sensation constante de dérive. Les émotions veulent des raccourcis, mais une vie qui en vaut la peine se construit avec des décisions fermes, pas avec des décharges impulsives. Accepte une bonne fois pour toutes que l'authenticité ne consiste pas à obéir à chaque état intérieur, mais à diriger depuis la vérité, même quand il est plus facile de se taire ou de céder à la fatigue. Le leadership mental n'est pas théorique. Il se démontre lorsque tu refuses de répéter tes vieilles erreurs, lorsque tu choisis l'action qui ajoute même si cela coûte, lorsque tu fais face à tes justifications avec une honnêteté brutale. Qui ne gouverne pas son esprit ne gouverne rien. Cette phrase devrait faire mal, car c'est le miroir que personne ne veut regarder. Ne cherche pas de miracles externes. La paix, la force, la direction commencent le jour où tu cesses de négocier avec tes faiblesses et décides d'entraîner ton esprit comme ton principal atout. Chaque pensée non filtrée est une fissure dans ton caractère. Chaque impulsion non questionnée, une fracture dans ton destin.
Fais de ton esprit ton leader, et tu verras comment la qualité de tes journées change. Si tu oses prendre les rênes, tu découvriras que la véritable liberté ne se ressent pas, elle se construit. 6. Remets en question tes pensées avant de parler. Personne ne te prévient assez. La plupart de tes pensées ne sont pas des vérités, ce sont des distorsions déguisées en certitudes. Tu crois que parce que tu as une idée en tête, elle mérite d'être lancée dans le monde. Mais la réalité est que l'esprit, si tu ne l'examines pas, devient une usine à suppositions, à jugements hâtifs et à arguments contaminés par de vieilles blessures. Avant d'ouvrir la bouche, tu devrais te demander si ce que tu penses est le résultat d'une analyse honnête ou simplement le reflet automatique de peur, de ressentiment et d'attentes non satisfaites. J'ai remarqué en moi-même cette tendance à accepter la première pensée comme si c'était un signal infaillible, alors qu'en réalité, bien souvent, c'est juste une défense, une réaction apprise, une façon de protéger l'orgueil ou d'éviter le malaise. L'impulsion de parler sans filtrer ce qui traverse l'esprit est l'un des moyens les plus rapides de perdre le contrôle sur la vie et sur les relations qui comptent le plus. Remettre en question les pensées avant de les exprimer est le véritable filtre entre une vie construite et une vie ruinée par des mots lancés dans la cécité. L'esprit joue des tours subtils. Il te fait croire que tes interprétations sont des faits, que ta version des choses est la seule possible et que tes réactions sont toujours justifiées par ce que tu ressens. Mais si tu t'arrêtes un instant avant de parler, si tu as le courage d'interroger en profondeur cette pensée qui insiste pour prendre le contrôle, tu commences à remarquer combien de fois ce que tu allais dire n'était simplement qu'un mélange d'insécurité et d'habitude. La clarté nécessite cet effort inconfortable de remettre en question l'autorité de la voix intérieure. Est-ce que ce que je suis sur le point de dire est vrai, ou est-ce juste ce que je veux croire pour ne pas affronter mes propres limites? Dans cet espace bref entre penser et parler se joue la différence entre le conflit et le respect, entre la destruction et la croissance. Toutes tes pensées ne méritent pas d'être prononcées. Cette phrase devrait être un rappel constant, car la discipline de filtrer avant de parler est ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui vivent enchaînés aux conséquences de leur impulsivité. J'ai vu comment un mot lâché sans réflexion peut créer une dette émotionnelle impossible à régler. Il m'est inconfortable de reconnaître combien de fois j'ai blessé, éloigné ou affaibli la confiance simplement parce que j'ai refusé d'examiner honnêtement mes propres pensées avant de les rendre publiques. L'entraînement mental inclut cette étape, mettre chaque idée à la lumière de la vérité, désamorcer le mécanisme de la réaction automatique et me demander si ce que je vais dire ajoute, construit ou n'est qu'un déversement déguisé en sincérité. Parler sans filtre, c'est laisser ta vie entre les mains du hasard. Si tu cherches vraiment une vie solide et des relations qui résistent, apprends à te méfier de tes premières pensées. La discipline consiste à faire une pause, à examiner l'origine de ce que tu penses et à décider en toute conscience si cela mérite d'être dit. Car un mot non remis en question peut te coûter des années de paix, et personne d'autre ne paiera ce prix à ta place. 7. Les émotions sont des signaux, pas des chefs. Tu sens comment ton cœur s'accélère à peine tu lis un message inattendu sur ton téléphone. Un simple texte change la température de ton corps. Tu commences à construire des histoires en quelques secondes. Et, avant même de t'en rendre compte, tu as déjà une réaction prête à être envoyée. Cette tension dans ta poitrine n'est pas un accident. Ton système émotionnel s'active et tout ton organisme te pousse à répondre rapidement, à clarifier, à te défendre ou à chercher une réponse qui apaisera cet inconfort immédiat. À ce moment-là, il semble impossible de différencier ce que tu ressens de ce que tu devrais faire. Mais si tu prends le temps d'analyser le mécanisme, tu verras que ce que tu appelles intuition ou vérité émotionnelle est en réalité un signal biologique, une alerte du corps qui te prévient simplement de quelque chose. Ce n'est pas un ordre, c'est un avis. L'erreur la plus courante est de confondre ce signal avec une directive indiscutable.
Et alors tu agis sans filtre, comme si l'émotion savait ce qui est le mieux pour toi. C'est ainsi que commencent les malentendus, les réponses hâtives, les discussions qui se compliquent simplement parce que personne n'a pris le temps de filtrer ce qu'il ressentait avant d'agir. Le processus est simple, mais létal, si tu ne l'identifies pas. L'émotion arrive d'abord parce qu'elle est faite pour te protéger rapidement, pour te donner des informations sur une menace potentielle, une perte ou un désir urgent. Sa fonction n'est pas de décider à ta place, mais de t'avertir qu'il y a quelque chose qui mérite de l'attention. Le problème est que, s'il n'y a pas un esprit entraîné derrière, l'émotion devient chef et la raison est reléguée au fond, n'apparaissant que lorsqu'il est déjà trop tard. C'est la racine de nombreuses décisions impulsives qui se transforment ensuite en poids accumulés, des mots lancés sans réfléchir, des promesses brisées, des portes fermées par fierté, des opportunités gâchées par peur. L'esprit non entraîné accepte n'importe quelle émotion comme un mandat et en paie le prix sous forme de conséquences qui durent bien plus longtemps que l'impulsion. Si tu analyses honnêtement les moments où tu as perdu ton calme ou cédé à l'anxiété, tu verras que l'émotion t'a donné une information, mais la réaction était la conséquence de ne pas l'avoir filtrée par la raison. Il est essentiel de comprendre cela. Les émotions montrent où se trouve la tension, le désir ou la blessure. Mais seul l'esprit discipliné décide de la prochaine étape. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais d'apprendre à l'interpréter. La clarté arrive lorsque tu peux regarder ton état intérieur et te demander « Est-ce juste une réaction automatique ou est-ce une donnée utile pour mieux décider ?» C'est là que se définit le leadership mental. Laisser l'émotion diriger, c'est renoncer à ton jugement. L'utiliser comme signal, pas comme chef, est le véritable acte de liberté. Chaque fois que tu choisis de répondre depuis la clarté et non depuis l'urgence émotionnelle, tu renforces ton caractère. C'est aussi simple que cela. Les émotions sont le système d'alarme, mais c'est toi qui décides s'il faut évacuer le bâtiment ou simplement ouvrir une fenêtre. Ressens, mais n'obéis pas aveuglément. C'est la différence entre une vie à la dérive et une vie dirigée. Ton esprit doit être le leader, les émotions seulement le radar. 8. Protège ta paix intérieure avec fermeté. Je n'ai pas facile à l'admettre, mais ma paix intérieure a été, trop souvent, la première ressource que je sacrifie dans la journée. Il suffit d'un geste mal interprété, d'un message au ton inapproprié ou d'une petite contrariété pour que tout mon état intérieur se contamine. Et, sans m'en rendre compte, je cède le contrôle de ma tranquillité à n'importe quel facteur externe. Je sens mon corps tendu, ma mâchoire serrée, le rythme de ma respiration s'accélère et à cet instant, le monde se réduit à ce problème minime qui, pour une raison quelconque, je laisse grandir jusqu'à tout envahir. Je me suis vu défendre mon point de vue avec une intensité absurde, juste pour ne pas tolérer l'inconfort de rester silencieux. J'ai remarqué comment une mauvaise nouvelle peut me voler ma sérénité pendant des heures, même lorsque, objectivement, rien de grave n'a changé. Il est humiliant de constater que la paix, cet état qui devrait être mon refuge, est si fragile lorsque l'esprit n'est pas entraîné à la protéger avec fermeté. Il est curieux de voir dans le corps, lorsque l'esprit n'a pas mis de limites claires, le dos se courbe, les yeux cherchent le sol, l'estomac se ferme et la voix tremble en parlant, comme si tout mon système était programmé pour perdre sa stabilité face à n'importe quel stimulus. Dans ces moments-là, la paix intérieure semble un luxe, quelque chose hors de mon contrôle, et je me surprends à chercher des coupables à l'extérieur, comme si le monde avait l'obligation de ne pas me déranger. Mais la vérité est plus inconfortable. La paix ne se perd pas, elle se donne. Chaque fois que je permets à une émotion de dominer ma réaction, je cède un espace mental précieux. Chaque fois que je laisse une opinion extérieure définir ma journée, je renonce à ma souveraineté intérieure. C'est un mécanisme presque invisible. Je justifie l'irritation, je normalise le ressentiment, et à la fin de la journée, la seule chose que je récolte est la fatigue et la sensation de m'être trahi moi-même.
Protéger la paix intérieure exige un effort plus physique qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas d'attendre que les circonstances soient favorables, mais de construire, geste après geste, une défense consciente. Je ferme les yeux, j'inspire profondément, et je décide de ne pas m'impliquer dans chaque provocation, de ne pas répondre à chaque stimulus, de ne pas laisser l'extérieur s'installer dans mon espace le plus intime. Il y a une dignité silencieuse à ne pas réagir, à garder son calme, même lorsque l'environnement invite au chaos. La paix est une frontière, pas un cadeau. Cette phrase, je la garde gravée dans les jours difficiles, car elle me rappelle que personne ne défendra ma sérénité à ma place. Il est de ma responsabilité personnelle de protéger mon intérieur, de fixer des limites claires et d'être implacable avec ce que je permets d'entrer dans mon esprit. Si je cède à chaque pression, si je baisse ma garde face à chaque désagrément, ma vie devient une succession de sursauts et de pertes inutiles. La véritable fermeté ne se voit pas dans la façon dont tu fais face aux grands problèmes, mais dans la vigilance quotidienne face aux petites attaques à ta tranquillité. Ce n'est pas un acte héroïque, c'est une habitude. Choisir chaque matin de ne pas céder ma paix à la première chose qui se produit. Défendre ta paix, c'est défendre ta vie. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas, et c'est pourquoi ils vivent fatigués, dispersés, sans un noyau solide auquel revenir. Ce n'est que lorsque je fais de la paix ma priorité et que je la protège avec discipline, que je trouve la force et la clarté nécessaires pour ne pas me perdre dans les fluctuations de la journée. Il ne s'agit pas de s'isoler ni de réprimer ce qui surgit, mais de gouverner avec fermeté l'accès à mon intérieur. Et ce contrôle, bien qu'il soit inconfortable et exige des renoncements, est le seul chemin vers une vie qui ne se brise pas face à n'importe quel vent extérieur. 9. Ne réagissez pas, répondez avec contrôle. Réagir, c'est comme jeter un verre d'eau par terre et attendre que le liquide décide de la forme qu'il prendra. Un pur débordement, un pur désordre, juste un chaos immédiat. Chaque fois que vous agissez sans filtre, sans freiner l'impulsion, vous remettez votre destin au débordement de vos émotions, comme si le désastre qui suit ne vous importait pas. Vous vous vendez le mensonge d'avoir du caractère parce que vous êtes intense, mais en réalité, vous n'êtes qu'une personne incapable de poser une limite interne. La réaction automatique est le refuge confortable du faible. Vous sautez, vous criez, vous cédez, simplement parce que votre système ne tolère pas l'inconfort de faire une pause et de réfléchir. Il n'y a aucun mérite à être otage de chaque décharge émotionnelle. La réaction incontrôlée est le signe le plus clair que vous avez renoncé à la maîtrise de votre propre mécanisme mental. La plupart cherchent des excuses pour rester les mêmes. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est comme ça que je suis. Ça me vient naturellement. Faux. Ce n'est pas de l'authenticité. C'est de la paresse déguisée en sincérité. Celui qui répond avec contrôle n'est ni plus froid ni plus distant. C'est simplement quelqu'un qui ne tolère pas de vivre aux dépens de ses propres faiblesses. Contrôler la réponse n'est pas de la répression, c'est sélectionner avec une précision chirurgicale ce qui mérite de sortir de vous et ce qui est mieux de laisser mourir dans le silence. Si vous n'êtes pas capable de mettre ce filtre, votre vie sera une somme de conséquences que vous ne vous souvenez même pas avoir choisies. Chaque réaction incontrôlée est une fracture invisible dans votre caractère, une occasion manquée de construire respect, clarté et but. Ne confondez pas vitesse avec intelligence ni intensité avec vérité. Celui qui réagit est toujours en retard par rapport aux faits, ramassant les morceaux de ce qu'il a brisé dans la précipitation. Cessez d'attendre que la vie vous récompense pour votre sincérité brute. Ce que vous recevez, c'est le poids de décisions que vous auriez pu diriger avec un minimum de rigueur mentale. La véritable discipline se trouve dans la seconde inconfortable, juste avant de déclencher la réponse automatique. Là, dans cet espace bref, se définit si vous êtes maître ou animal de compagnie de votre état interne. Vous n'êtes pas un animal programmé pour sauter à chaque stimulus. Vous êtes responsable de ce que vous choisissez de construire dans chaque réponse.
Vous n'êtes pas ce que vous ressentez, vous êtes ce que vous décidez de faire avec cela. Cette phrase devrait faire mal, parce que si vous continuez à réagir sans contrôle, je vous garantis que chaque jour, vous accumulerez une dette que vous ne pourrez payer qu'avec plus de fatigue, plus de culpabilité et moins de dignité. Le véritable pouvoir réside dans le fait de répondre avec contrôle, de transformer l'énergie de l'impulsion en clarté appliquée. Ce qui est difficile, ce n'est pas de ressentir, c'est de ne pas obéir aveuglément. Chaque fois que vous vous arrêtez et choisissez la réponse et non la réaction, vous renforcez votre caractère et montrez que vous n'êtes pas esclave de ce qui se passe en vous. Celui qui maîtrise sa réponse maîtrise sa vie. C'est ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui ne font que répéter la même histoire que toujours. 10. Construis une force mentale, pas une fragilité. La force mentale se forge. La fragilité ne s'hérite que si tu décides de ne rien faire. Le reconnaître me dérange. L'esprit, si je ne l'entraîne pas, devient un terrain fertile pour le doute, le ressentiment et la plainte. La fragilité n'est pas un défaut visible. C'est un mécanisme interne silencieux qui s'active chaque fois que je choisis le confort. Parfois, ce qui nous trahit le plus n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous disons presque sans réfléchir. Les mots que nous choisissons sont comme des radiographies. Ils révèlent des fractures dans le caractère, des faiblesses enracinées et des excuses que nous répétons jusqu'à nous y croire. Celui qui se cache derrière des phrases comme « ce n'est pas ma faute » ou « c'est impossible » montre, sans le vouloir, le mécanisme mental qui le maintient bloqué. La philosophie stoïcienne n'a aucune pitié pour la bêtise déguisée en indifférence ou en fausse sagesse. Marc Aurèle l'a clairement dit, le premier symptôme de l'ignorance est de fermer la porte à l'apprentissage. Mais le plus dangereux, c'est que ces phrases surgissent dans la vie quotidienne, dans une discussion, au travail, en famille, et passent inaperçues, érodant peu à peu la possibilité de grandir. Ce n'est pas une question de style, c'est une question de fond. Chaque mot est une décision sur qui tu veux être. Si tu répètes « je sais déjà » ou « qu'est-ce que j'y gagne », tu t'entraînes à l'auto-limitation, cultivant un cercle vicieux où l'égoïsme et la paresse deviennent normaux. Changer commence par parler différemment, car le langage est le premier filtre entre l'intention et l'action. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 phrases qui, si tu les utilises encore, te freinent plus que tu ne l'imagines. Faire taire la bêtise est le premier pas pour cesser d'être ton propre obstacle. Seul celui qui ose se regarder en face peut commencer à se transformer. 1. Reconnaître l'impact de tes mots. Tes mots sont le premier filtre à travers lequel le monde te juge et le moyen le plus brutal de te trahir. Ne cherche pas d'excuses. Ce que tu dis, même lorsque tu te justifies, révèle le poids réel de ton caractère. Tu n'es pas si original ni si astucieux que tu le penses. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu donnes un indice précis sur qui tu es et de quoi tu es fait. Si tu parles depuis la colère, depuis la peur, depuis le ressentiment ou depuis l'indifférence, la seule chose que tu réussis à faire est de laisser clair le degré exact de ta faiblesse. Il n'y a pas de simulacre possible. Ce que tu prononces est ce que tu as entraîné dans ton esprit jour après jour. Et si tu répètes des phrases qui naissent du confort, de la plainte ou de l'évasion, n'attends pas que la vie te respecte plus que tu ne te respectes toi-même. La plupart préfèrent ignorer cela, se réfugier dans le mensonge de « je ne dis que ce que je pense », sans se rendre compte que penser sans filtre est un acte de négligence. Épictète l'a clairement dit. D'abord, maîtrise ton esprit, ensuite ta langue. Laisser tes mots s'écouler sans responsabilité, c'est comme remettre les clés de ta vie au hasard, et cela appartient à ceux qui ne veulent pas porter le poids de leurs propres décisions. Ne t'es-tu pas rendu compte que chaque phrase que tu lances dans l'air est un investissement émotionnel qui paie des intérêts, et la facture arrive toujours. Les gens te traitent selon ce qu'ils entendent sortir de toi. Tes relations, tes opportunités, ta crédibilité,
Tout dépend de ta capacité à contrôler ce que tu dis et surtout de comprendre l'impact que tes mots ont sur les autres et sur ta propre perception de toi-même. Il y en a qui se cachent derrière l'idée que le langage n'est que des sons, que ce qui compte, ce sont les actions. Erreur fatale, toute action naît d'une idée, et toute idée s'entraîne et se renforce avec des mots. Sénèque insistait « Parle seulement quand tes mots sont meilleurs que le silence. Si tu remplis ta vie d'excuses, de phrases venimeuses qui t'infantilisent ou te victimisent, tu fabriques une fracture dans ton propre développement. Chaque fois que tu répètes « ce n'est pas ma faute » ou « je le sais déjà », tu renforces la paresse mentale et l'auto-tromperie. C'est une dette qui s'accumule et à la fin, elle t'étouffe. Il n'y a pas de véritable croissance tant que tu continues à utiliser le langage pour éviter de regarder en face tes erreurs. Tu veux avancer, mais tu t'accroches à des béquilles verbales qui ne servent qu'à justifier ton immobilisme. Ne te trompe pas. La transformation commence par le contrôle de la langue. Tu ne peux pas aspirer à la force intérieure si tu ne peux même pas gouverner ton discours le plus basique. Marc Aurèle n'avait pas de patience pour ceux qui gaspillaient des mots en plaintes vides. Si tu veux du respect, commence par respecter ce qui sort de ta bouche. Change l'habitude de parler par impulsion. Remplace-la par l'art de penser avant de prononcer. Arrête de construire ton identité sur des phrases toutes faites et des mots faibles. Chaque mot est une déclaration de principe et chaque phrase que tu répètes est une brique de plus dans la structure de ton caractère. Si tu ne prends pas au sérieux l'impact de ton langage, pourquoi devrais-tu attendre que le monde te prenne au sérieux? Coupe avec l'auto-apitoiement et le discours toxique. Le premier pas vers la véritable maturité est de reconnaître l'effet que tes mots ont, non seulement sur les autres, mais aussi sur l'image que tu as de toi-même. Si tu continues à parler comme un imbécile, tu finiras par croire que tu en es un. Il n'y a pas de plus grande trahison que cela. Répète ceci. Chaque mot que je prononce est une décision qui me définit. Personne ne va te donner du respect ni de la croissance. Cela se conquiert d'abord par la manière dont tu parles. N'utilise pas ta bouche pour déguiser tes carences. Utilise ton langage comme un outil pour polir ce que tu es vraiment. Le changement commence là où il ne commence jamais. 2. Assume la responsabilité sans excuse. Tu te tiens devant le miroir de la salle de bain après une discussion au travail. Tu réfléchis à ce que tu viens de dire, à cette phrase automatique qui est sortie de ta bouche. Ce n'est pas ma faute. L'atmosphère reste chargée et bien que personne d'autre ne t'entende à ce moment-là, au fond, tu sais que tu t'es réfugié derrière une barrière invisible. C'est la même excuse qui surgit chaque fois que quelque chose tourne mal et que tu cherches de manière presque instinctive à éloigner le poids de tes épaules. Ce qui semble être un geste d'autoprotection finit par devenir la prison où ton progrès stagne. Il est confortable de se libérer du fardeau de la responsabilité, mais c'est beaucoup plus coûteux que tu ne veux l'admettre. Chaque fois que tu te décharges, ton caractère se rétracte un peu plus. Il n'y a pas de sabotage personnel plus efficace que cet élan de chercher des coupables ailleurs, de pointer du doigt à l'extérieur pour ne pas regarder à l'intérieur. Et le pire, c'est qu'après l'avoir fait tant de fois, ton esprit s'habitue. Il se programme pour fuir tout signe d'erreur personnelle, pour justifier toute faiblesse comme si elle était quelque chose d'étranger et non une dette envers toi-même. C'est là que commence le véritable piège. Car assumer la responsabilité n'est pas un acte héroïque, ni quelque chose qui te met au centre des projecteurs. C'est une décision silencieuse, inconfortable, presque ingrate. Cela exige que tu te tiennes ferme et que tu reconnaisses, même si personne ne t'y oblige, que ta vie est le résultat direct de ce que tu choisis et de ce que tu tolères. Le stoïque ne perd pas de temps à déguiser ses échecs, il les regarde en face et accepte le poids de ses actes sans embellissement ni raccourci. L'habitude de se justifier est un muscle faible. Quand tu l'utilises, tout le reste s'affaiblit. Mais entraîner la responsabilité jour après jour transforme chaque petit moment en une véritable opportunité d'amélioration. Il ne s'agit pas de punir tes erreurs, mais de les comprendre comme des signaux précis de ce qui peut encore croître en toi.
La phrase « ce n'est pas ma faute » te vole la possibilité d'apprendre, car elle t'installe dans la passivité et te convainc que le changement est l'affaire des autres. À l'intérieur, le mécanisme est simple mais dévastateur. Chaque fois que tu t'excuses, tu enseignes à ton esprit que l'inconfort peut être évité, que céder devant la difficulté suffit à aller de l'avant. Mais l'inconfort est le prix de l'évolution. Seul celui qui est prêt à cesser d'être le même d'avant l'affronte. Le problème n'est pas de se tromper, mais de refuser de porter les conséquences de tes décisions. Lorsque tu t'éloignes du « ce n'est pas ma faute » et que tu le remplaces par un « cela me revient », la dynamique interne change. Tu n'es plus victime de l'environnement, tu es responsable de ta réponse, et cela te donne un pouvoir réel sur ce qui vient ensuite. Le stoïcisme ne te demande pas la perfection, il te demande une honnêteté radicale envers toi-même. Si tu fuis ta part de responsabilité, chaque jour tu t'éloignes un peu plus de la vie adulte, la seule où le respect de soi a un sens. Il n'est pas facile de faire le pas. Il y a une résistance intérieure, une voix qui te murmure qu'il est plus sûr de chercher des excuses que d'assumer des erreurs et dangereux ou humiliants. Mais cette voix est l'écho de la lâcheté, non de la sagesse. Cesse de négocier avec ta dignité. Choisis de te voir comme le seul architecte de ton comportement, peu importe si le monde applaudit ou détourne le regard. Assumer la responsabilité sans excuse est le véritable acte de maturité. Il ne s'agit pas de porter les culpabilités des autres, mais de ne jamais lâcher la part qui te revient. Fais-le une fois et tu remarqueras le changement. Fais-le toujours et ta vie se transforme. Le respect de soi est une conquête quotidienne. Ne laisse pas tes excuses le détruire. 3. Remplace le « je sais déjà » par l'humilité. L'admettre n'est pas simple. Plus de fois que je ne veux le reconnaître, j'ai utilisé le « je sais déjà » comme un bouclier automatique. Non pas pour démontrer une véritable compréhension, mais pour échapper à l'inconfort d'accepter que, en réalité, je ne sais pas autant que je voudrais le croire. C'est un geste presque réflexe. Quelqu'un me signale une erreur, me suggère un changement, me fait une critique qui fait mal, et la première chose qui sort de ma bouche est cette phrase sèche, défensive, qui coupe toute possibilité de dialogue réel. Le « je sais déjà » est une muraille que je dresse instantanément, une manière de me protéger du coup à l'ego, de la honte de ne pas être à la hauteur. Mais si je l'analyse avec honnêteté, chaque fois que je le dis, la seule chose que j'accomplis est de fermer la porte à l'apprentissage. Je m'enferme dans l'illusion que le simple fait de connaître quelque chose ou de l'avoir déjà entendu m'exempte de devoir travailler dessus. L'auto-illusion devient sophistiquée. Je confonds information et transformation, et le résultat est que je stagne. Il est facile de tomber dans ce piège, car le « je sais déjà » me donne une fausse sensation de supériorité, même si à l'intérieur, c'est de la peur pure de me sentir insuffisant. Si l'on observe le mécanisme mental qui se cache derrière, le problème n'est pas seulement l'arrogance, mais l'absence totale d'humilité pour reconnaître que savoir n'est pas la même chose qu'appliquer. Le « je sais déjà » est l'excuse parfaite de celui qui veut paraître mature sans effort réel. Chaque fois que je le prononce, j'interromps le processus d'amélioration. Je transforme l'opportunité de grandir en une impasse où l'orgueil pèse plus que le désir d'avancer. Sénèque l'a averti de manière brutale. Personne n'apprend ce qu'il croit déjà savoir. Le véritable obstacle est là, dans l'incapacité de tolérer la dissonance entre la connaissance et l'action. Quand tu t'accroches à cette phrase, tu deviens ton propre geôlier. Tu te condamnes à répéter les mêmes erreurs parce que tu refuses de traiter l'inconfort d'être débutant, d'accepter qu'il y a encore quelque chose qui t'échappe. La conséquence est directe. Tu t'entoures d'une barrière psychologique qui t'isole de la croissance. L'esprit devient rigide, incapable de remettre en question ses schémas et d'incorporer ce qui compte vraiment. L'orgueil est le pire ennemi du progrès. C'est la phrase que tu devrais te rappeler chaque fois que l'impulsion de dire « je sais déjà » te tente. Car au final, la connaissance ne vaut rien si elle ne se transforme pas en pratique quotidienne, en discipline réelle sur tes pensées et tes actes.
Le stoïcisme ne célèbre pas celui qui accumule des théories, mais celui qui ose les mettre à l'épreuve dans la vie quotidienne. L'humilité, dans ce contexte, n'est pas une modestie vide, mais l'attitude stratégique de celui qui reconnaît qu'il y a toujours quelque chose de plus à apprendre, même et surtout sur ce qu'il croit maîtriser. La décision est de freiner l'impulsion automatique et de se demander, chaque fois que cette phrase apparaît, si tu appliques vraiment ce que tu crois savoir. Ta vie reflète-t-elle cette sagesse ou répètes-tu simplement des concepts pour ne pas te sentir vulnérable? Remplacer le « je sais déjà » par l'humilité n'est pas une concession, c'est une déclaration d'intention. Cela signifie accepter que la croissance personnelle ne finit jamais, que chaque jour t'exige de revoir ce que tu tiens pour acquis et de t'ouvrir à la possibilité de te tromper. Le respect de soi se renforce lorsque tu choisis d'écouter vraiment, lorsque tu permets aux autres de t'enseigner, lorsque tu cesses de faire semblant d'avoir toutes les réponses. Remplace l'arrogance par la curiosité et tu verras comment l'esprit se flexibilise, comment le caractère se renforce. Savoir n'est pas suffisant. Appliquer est ce qui transforme. C'est la différence entre un fou et un sage. 4. Affirmer la possibilité là où d'autres voient des limites. Un mur construit avec des briques anciennes et du mortier usé résiste rarement à l'épreuve du temps, mais il suffit que quelqu'un, d'un seul coup précis, détecte la fissure et propose d'ouvrir une fenêtre là où d'autres ne voient qu'un obstacle, pour que la nature de tout l'espace change. C'est ainsi que fonctionne l'esprit chaque fois que tu t'entends dire « c'est impossible » et, par habitude ou résignation, tu fermes toute voie d'avancement. Les gestes le trahissent, épaules affaissées, regard furtif au sol, mains croisées sur la poitrine comme si tu tentais de te protéger d'une menace invisible. Cet enfermement, cette réduction des options, est un entraînement silencieux que tu répètes jusqu'à en faire un schéma. Peu importe si personne ne te contredit à voix haute, chaque fois que tu déclares une limite absolue, tu renforces la cage que tu as toi-même construite. La phrase « c'est impossible » ne décrit pas la réalité, elle l'impose. C'est du ciment frais sur tes propres capacités. La différence entre celui qui progresse et celui qui se fane ne réside pas dans le talent, mais dans la disposition à regarder le même obstacle et à oser remettre en question sa prétendue solidité. Marc Aurèle n'a pas écrit ses méditations pour convaincre les autres de ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Il les a rédigées pour se rappeler que tout ce qui se passe peut être utilisé pour grandir, tant que tu ne remets pas ton pouvoir de décision à la résignation. Le « c'est impossible » est la déclaration de faillite anticipée de ton potentiel. C'est une prophétie auto-réalisatrice qui transforme tout défi en défaite avant même d'avoir combattu. Visuellement, c'est comme si, devant une porte fermée, au lieu de chercher la clé ou d'essayer la poignée, tu t'asseyais devant elle et annonçais qu'aucun pas n'est possible. Il n'y a rien de plus confortable que l'auto-illusion de la limite, et rien de plus corrosif pour le caractère. Ce qui est véritablement stoïque, c'est d'affirmer la possibilité là où d'autres ne détectent que des barrières. Il ne s'agit pas d'innocence ni d'optimisme superficiel. C'est la décision d'affronter l'inconfort, d'essayer, de supporter la tension, de ne pas savoir si tu obtiendras le résultat, mais de te mouvoir quand même. Si tu observes ceux qui transforment réellement leur environnement, tu remarqueras qu'ils s'arrêtent rarement devant le « on ne peut pas ». Ils ajustent leur posture, froncent les sourcils avec détermination, examinent le terrain et cherchent des alternatives, même si elles sont inconfortables ou peu visibles au début. Le muscle de la possibilité se renforce précisément dans ces moments où tout invite à abandonner. Répéter que quelque chose est impossible est le raccourci de ceux qui ne veulent pas porter le poids d'essayer. Au contraire, affirmer qu'il y a une voie, même si tu ne la vois pas immédiatement, est un acte de courage. La limite la plus dangereuse est celle que tu acceptes sans la discuter. C'est la ligne qui distingue celui qui se surpasse de celui qui s'enfouit dans des excuses. Chaque fois que tu te surprends à utiliser cette phrase, arrête-toi et observe comment réagit ton corps.
Ressens le changement dans ta respiration, la rigidité des muscles, ce petit tremblement d'insécurité déguisé en certitude. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est que tu n'es pas ce qui t'arrive, mais ce que tu décides de faire avec ce qui t'arrive. Change-le, c'est impossible, par quelle part dépend de moi, et tu verras comment ton esprit commence à chercher des chemins, même les plus minimes. La véritable force intérieure se forge non pas dans l'absence de limites, mais dans l'entraînement quotidien à défier celles qui semblent fixes. Il n'y a rien de plus digne que de refuser de vivre sous les diktats de la peur déguisée en réalisme. Les frontières de ta vie, tu les dessines avec tes mots. Tu veux du respect de soi et une véritable croissance. Commence par refuser de déclarer impossible là où il y a encore de la place pour essayer. 5. Implique-toi, ne reste pas en retrait. Rien ne te rend plus petit que l'indifférence déguisée en supériorité. Tu peux répéter 1000 fois que cela ne t'importe pas ou que tu ne gagnes rien à t'impliquer. Mais chaque fois que tu t'éloignes, tu dis au monde et à toi-même que tu es irrélevant. C'est la vérité inconfortable que presque personne ne veut affronter. L'indifférence n'est pas un signe de force, c'est une confession de faiblesse. Celui qui se désengage n'est pas libre. Il est prisonnier de sa propre peur de s'engager, de prendre des risques, de laisser une marque réelle sur ce qui l'entoure. Si tu penses que sortir indemne est l'objectif, tu as déjà perdu. Tout ce que tu réussis à faire, c'est devenir spectateur de ta propre vie, un figurant sans poids ni but. Vis ainsi, et tu finiras par être invisible, même pour toi-même. Il n'y a rien de plus lâche que de se mettre de côté et de laisser les autres se partager le sens. On t'a vendu l'idée que ce qui est intelligent, c'est de se réserver, de ne pas s'exposer, d'attendre de voir ce que l'on gagne avant de faire un pas. Ce calcul permanent n'est pas de la sagesse, c'est de la mesquinerie. C'est le mécanisme mental de celui qui craint de perdre, de celui qui a fait de l'égoïsme une forme de défense. Mais personne ne respecte celui qui ne bouge que par intérêt personnel. La vie réelle exige présence, action et responsabilité. À quoi te sert d'économiser de l'énergie si tout ce que tu construis est une existence minimale, sans risque ni connexion? L'indifférence est la blessure de celui qui a déjà renoncé à influencer quelque chose qui compte. Chaque fois que tu te laves les mains, chaque fois que tu refuses de participer ou de prendre parti, tu deviens un peu moins humain. C'est le renoncement silencieux au devoir le plus basique, faire partie du monde, pas seulement être un parasite qui attend des bénéfices. La philosophie stoïcienne est brutalement claire à ce sujet. Marc Aurèle n'a jamais écrit sur le confort de regarder de loin. Épictète ne conseillait pas d'attendre la récompense avant d'agir. L'engagement est la mesure de ton intégrité. Celui qui s'implique, même s'il perd, est déjà plus digne que celui qui se cache. Il n'y a aucune excuse valable pour l'indifférence. Ce qui ne t'affecte pas aujourd'hui, demain peut te détruire. Tu ne participes pas seulement pour ton propre bénéfice. Tu t'impliques parce que c'est ce qu'exige une vie vécue avec sens. Le détachement de l'égoïste est un piège qui coûte cher. Chaque fois que tu choisis de ne pas t'engager, tu t'éloignes de la possibilité de grandir, de construire du respect pour soi et de laisser quelque chose de précieux derrière toi. Participer n'est pas une concession au monde, c'est la seule façon de te rendre digne de lui. Personne ne va te supplier de t'impliquer. Si tu décides de rester à l'écart, la vie continue sans toi, et tout ce que tu récoltes, c'est du vide. Les gens oublient vite les indifférents, car ils n'ont jamais fait de différence. Le stoïque le sait. Ta valeur se mesure à l'empreinte que tu laisses, pas au confort que tu parviens à accumuler. Implique-toi même si cela te coûte, même si tu ne vois pas de résultats immédiats, même si la récompense n'est ni immédiate ni garantie. La véritable croissance se produit lorsque tu fais face à l'inconfort de te donner, de donner ton avis, d'agir même si personne d'autre ne le fait. L'indifférence est le chemin rapide vers la médiocrité. Le courage, c'est de s'impliquer, même s'il n'y a pas d'applaudissements. Ne demande pas ce que tu gagnes, demande-toi ce que tu perds si tu laisses passer l'opportunité de faire partie de quelque chose de plus grand que ton simple confort. Ce que tu ne prends pas en charge te consume.
Si tu ne t'impliques pas, tu t'éteins. 6. Donne sans calculer le bénéfice personnel. La vérité est celle-ci. Tant que tu continues à calculer ce que tu gagnes de chaque chose que tu donnes, tu te condamnes à vivre dans la misère émotionnelle la plus profonde. Peu importe combien tu t'efforces de justifier cela, ni à quel point tes arguments pour te réserver sont sophistiqués, le fait est qu'une vie régie par le « qu'est-ce que j'y gagne ?» est une vie petite, mesquine, incapable de laisser une empreinte sur ceux qui t'entourent. La pensée égoïste n'est pas une stratégie, c'est une fuite continue de dignité. Chaque fois que tu t'arrêtes pour mesurer le bénéfice avant d'agir, tu renforces la croyance que le monde te doit quelque chose, que ta valeur se mesure par le solde de ce que tu as reçu et non par la qualité de ce que tu as donné. Cette mentalité, bien qu'elle semble prudente, est un piège qui ne fait que affaiblir ton caractère. Celui qui donne en espérant recevoir ne sera jamais libre, car il porte toujours l'anxiété de n'avoir pas obtenu assez. Celui qui calcule sa générosité multiplie son vide. C'est la vérité que personne ne veut entendre, mais qui finit par peser plus que toute récompense matérielle. Si tu prends le temps d'observer ce qui traverse ton esprit avant d'aider, de partager ou de t'engager dans une cause, tu remarqueras que le premier filtre n'est souvent pas la compassion, mais la peur de perdre, de se retrouver en désavantage, d'être perçu comme naïf. Là se cache la racine de la bêtise. Une méfiance chronique qui te convainc que donner sans recevoir est un signe de faiblesse. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'en te refusant, tu entraînes ton esprit à l'auto-isolement, à une sorte de pénurie psychologique qui finit par contaminer tout ce que tu touches. Il ne s'agit pas d'altruisme naïf, ni de te sacrifier jusqu'à l'épuisement. Il s'agit de briser le circuit mental qui exige un paiement immédiat pour chaque geste d'humanité. Le stoïcisme le présente sans fioriture. La seule chose que tu possèdes vraiment est la qualité de tes intentions et l'intégrité de tes actions, pas le résultat extérieur ni la reconnaissance des autres. L'obsession pour le bénéfice personnel te réduit à une version minimale de toi-même, incapable d'expérimenter la plénitude qui n'apparaît que lorsque tu donnes sans condition. Le conflit intérieur est subtil, mais dévastateur. D'un côté, tu souhaites te sentir apprécié, valorisé, même indispensable. De l'autre, tu crains que donner soit synonyme de perdre, d'être exploité, d'être exposé. Cette tension invisible est ce qui te maintient piégé dans la logique de l'échange, comme si la vie était une transaction perpétuelle et non une opportunité continue de transformation. Ce que tu ne vois pas, c'est que l'habitude de donner sans attendre te renforce de l'intérieur. C'est un entraînement psychologique qui brise l'addiction à la reconnaissance et au gain immédiat. Chaque fois que tu choisis d'offrir quelque chose, temps, attention, aide, conseil, sans calculer le retour, tu envoies un signal clair à ton esprit que ta valeur ne dépend ni des applaudissements ni de la réciprocité, mais de la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. La générosité authentique est une déclaration d'indépendance. Tu donnes parce que tu es, pas parce qu'il te manque quelque chose. Cela devrait être la marque de celui qui aspire à grandir. Réfléchis bien, personne ne se souvient de celui qui s'est toujours réservé, de celui qui n'a bougé un doigt que lorsqu'il y avait quelque chose de sûr pour lui. Ceux qui laissent une empreinte, ceux qui construisent le respect de soi et des autres, sont ceux qui prennent le risque de donner même lorsqu'il n'y a aucune garantie de retour. Il ne s'agit pas de devenir un martyr, ni une victime de l'abus des autres, mais de comprendre que l'acte de donner sans calcul est, en soi, un acte de force intérieure. Le respect repose sur la capacité d'agir sans peur de perdre. Si tu continues à mesurer chaque geste, tu réduis ton monde à un échange froid et épuisant. Si tu oses donner sans condition, tu entraînes le muscle le plus important, celui de l'abondance psychologique. Au final, ce que tu ne donnes te pèse plus que ce qui te manque. Celui qui ne donne que pour recevoir ne reçoit jamais rien qui en vaille la peine. Répète ceci. La véritable valeur réside dans ce que je donne sans attendre.
C'est le seul investissement qui multiplie le respect de soi et la paix intérieure. 7. Transforme le langage en action consciente. Vous venez de terminer une discussion dans la cuisine, la tasse de café refroidit sur la table, et pendant que vous ramassez les assiettes, votre esprit repasse la conversation. Non seulement ce que vous avez dit, mais aussi comment vous l'avez dit. Au cours de la journée, vous êtes surpris de vous rappeler des mots qui sont sortis presque sans filtre. Au début, cela semble être des détails mineurs, mais lorsque vous reliez les points, vous réalisez que votre langage n'est pas seulement un bruit de fond, mais une force qui dirige vos mouvements, vos décisions et même vos limites. Chaque phrase craintive, chaque excuse répétée, chaque déclaration défaitiste ou indifférente a eu une conséquence concrète. La discussion s'est fermée, la relation s'est refroidie, vos opportunités se sont réduites. Analyser le mécanisme est simple et brutal à la fois. Le langage ne reste pas dans l'abstrait, c'est le signal de départ de votre comportement. Si vous pensez qu'il suffit de parler différemment pour que tout change, vous vous trompez. Le véritable tournant réside dans le fait de forcer ce que vous dites à vous obliger à agir en conséquence. Les mots que vous choisissez ne peuvent pas rester dans l'air, ils doivent devenir des paramètres clairs pour votre prochaine action. Ce n'est pas de la magie, c'est une stratégie. L'erreur centrale de ceux qui veulent grandir mais n'avancent jamais réside dans la séparation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ils répètent des phrases stoïques, lisent des livres de philosophie pratique, conseillent même les autres, mais lorsque vient le moment de l'inconfort réel, ils se réfugient dans les vieilles formules, se justifier, se plaindre, éviter, procrastiner. Le langage devient un déguisement, pas un outil de transformation. C'est ici qu'intervient l'analyse. Chaque fois que vous utilisez une phrase faible, vous générez un micro-entraînement à la passivité. Vous enseignez à votre esprit qu'il suffit de parler pour sentir que vous avez fait quelque chose. Mais le stoïcisme ne tolère pas cette auto-tromperie. Le but est simple. Ce que vous affirmez doit vous forcer à agir. Si vous dites que vous assumez la responsabilité, alors la prochaine étape est de prendre une décision inconfortable et de la maintenir. Si vous affirmez que quelque chose est important, il vous revient de le prouver par une action visible. Vous parlez pour vous engager, pas pour vous excuser. C'est la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Le processus peut être clairement cartographié. D'abord, identifiez la phrase vide que vous répétez le plus souvent. Ensuite, faites l'exercice conscient de vous arrêter juste avant de la prononcer.